Nous sommes entre 1941 et 1945. Le monde est plongé dans la Seconde Guerre mondiale. Un conflit global opposant les Alliés, États-Unis, Royaume-Uni, Union soviétique, France libre et d'autres nations, à l'axe, l'Allemagne nazie, Italie fasciste et le Japon impérial. Pendant ce temps, la France vit sous l'occupation allemande et sous le régime de Vichy, dirigé par le maréchal Pétain. L'Alsace s'est annexée et les Allemands imposent leurs idées petit à petit dans cette région, mais la résistance intérieure et extérieure s'organise et se mobilise, dirigée par le général Charles de Gaulle. Le camp de Natzweiler-Struthof a été inauguré en mai 1941, ordonné par la SS et dirigé par Heinrich Himmler. Ce camp se situe en Alsace qui à ce moment-là était annexé par l'Allemagne nazie depuis 1940. Les SS ont décidé de construire le camp dans les Vosges, car à quelques mètres du camp se trouve une carrière de granit rose, et ils ont décidé d'utiliser les prisonniers à la récolter. L'emplacement était également très isolé, car il était très en hauteur dans les montagnes de la chaîne des Vosges. Le camp de Natzweiler-Struthof n'était pas le seul camp du coin. En réalité, c'était un camp annexe du camp de sûreté Vorbrück-Schirmeck, l'utilisant comme un camp de concentration quand, par exemple, s'il n'y avait plus de place, les prisonniers devaient remonter la montagne jusqu'au Struthof. Eh bien, effectivement, en Alsace, il y a deux camps de concentration. Celui de Schirmeck, qui est un camp de rééducation aux yeux des Allemands. Pour les nazis, il s'agissait de fabriquer avec de vrais Alsaciens de parfaits nazis, ce qui n'a pas été sans mal. Et il y avait ici, au Struthof, le camp d'extermination, le camp nuit et brouillard du Struthof, que les Allemands appelaient d'ailleurs le camp de Natzweiler. Fonctionnement du camp. Les premiers déportés étaient les hommes politiques résistants et opposants au nazisme. Puis par la suite, ce sont des déportés juifs, des tziganes et des travailleurs forcés y sont envoyés. Ces prisonniers n'avaient pas la vie facile, car ils travaillaient dans de très mauvaises conditions. Ils ont donc confrontés aux maladies, travail épuisant, famine et les violences brutales des SS. Mais du coup, ils faisaient quoi les SS pour commettre des atrocités aux prisonniers? Alors laissez-moi vous parler du ravin de la mort. Ce qu'on appelle le ravin de la mort, c'est ce truc-là. Il s'étale tout autour du camp, juste avant la frontière en contrebas des grillages électriques qui pouvaient électrocuter n'importe quel individu la touchant. Il servait aussi à exécuter des prisonniers par balle, se débarrasser des cadavres en les jetant dans le ravin ou en injectant des produits toxiques mortels sur des déportés tout en les jetant du haut du ravin. Notamment, on peut citer l'utilisation du phosgène, un composé chimique qui provoque de grandes brûlures mortelles aux voies respiratoires. Ils utilisaient aussi de l'hypérite, ou gaz moutarde, et du zyklon B pour leurs expériences sur le gaz, mais ici ce n'est pas vraiment le sujet. Si on parle d'expérimentation sur les déportés, pourquoi pas aborder le second sujet sur l'atrocité des SS? Je veux bien sûr parler de la salle de dissection. La salle de dissection se situait dans le 7e baraquement au nord du camp du Struthof. Ces expériences étaient dirigées par le professeur August Hirt, un anatomiste criminel nazi. En résumé, un expert du fonctionnement de la structure du corps humain. Il est né le 2 avril 1898 à Mannheim, une ville de l'état du Bade-Württemberg, désolé pour la prononciation, et mort le 2 juin 1945 dans la commune de Schluch du même état. En 1922, il obtient son doctorat en médecine, puis en 1930, il devient professeur. Enfin, le 1er mai 1936, Auguste rejoint et devient membre du NSDAP, donc du parti nazi. Il travaillera beaucoup sur le gaz moutarde et sa collection de squelettes juifs en les ramenant à l'Institut d'anatomie de Strasbourg. Le professeur Hirt était aussi chargé de mener des autopsies sur les déportés du camp ayant subi les tests des gaz expérimentés par les SS. Dans la salle de dissection, des examens de cadavres des déportés abattus afin d'étudier soi-disant scientifiquement les races. Il y avait même pire, parfois il arrivait que ça soit sur de vrais cobayes vivants. Nous pouvons aussi parler de Eugen Hagen, né le 17 juin 1898 à Berlin et mort le 3 août 1972 dans la même ville. C'était un chercheur de renommée internationale dans les années 1941. Il était professeur dans la même université qu'August Hirt. Il pratiquera des expériences médicales sur des déportés du camp du Struthof,
notamment des essais vaccinaux contre le typhus au service des SS qui en avaient besoin à ce moment-là. Parfois, pendant les opérations d'un corps humain, il pouvait arriver que le sujet en question, se faisant opérer, se réveille alors que son organisme est exposé et ouvert. En avril 1945, il est arrêté par les Américains, puis libéré en juin la même année. Il sera ensuite recruté par les Soviétiques pour l'embaucher dans l'Institut de recherche de Berlin-Est. Berlin-Est était une zone de Berlin qui se situait dans la zone d'occupation soviétique entre 1949 et 1990. En 1947, il est de nouveau arrêté puis soumis aux autorités françaises. Puis sera condamné à Lyon le 15 mai 1954, le même jour que Otto Bickenbach, médecin et professeur nazi. Mais tout cela, le monde s'en souviendra, de façon positive et malheureusement négative. Faut que je vous raconte un truc. Quand j'étais visiter ce camp la première fois, le temps était excellent. Une météo presque parfaite et l'ambiance y était très agréable, avec une super vue sur les montagnes. Puis presque un an plus tard, j'y suis allé en sortie avec l'école et l'ambiance n'était pas vraiment la même. Il y avait beaucoup de brouillard, de la neige et le ciel était grisâtre. Ce qui m'a le plus marqué dans cette seconde visite, c'est le fait d'avoir pique-niqué dans cet endroit. Plutôt, pas directement dans le camp, mais plutôt à l'entrée à quelques dizaines de mètres. Et je me suis rappelé qu'il y a eu des milliers de morts quand même, qui ont dû subir des expériences inhumaines. Ils ne mangeaient presque pas, et se dire qu'on mange dans un endroit où ces personnes n'avaient rien à se nourrir, ça fait vraiment bizarre. Mais aujourd'hui, et les générations futures doivent se souvenir, car c'est le devoir de mémoire, respecter leur vécu, apprendre les erreurs que le monde a commis et éviter de les reproduire. Ce qu'il s'est passé est dans l'histoire malheureusement, et nous devons s'en souvenir. Mais aussi se souvenir de leur courage, des résistants par rapport à ce qu'ils ont fait et vu, et les horreurs que la guerre a commises devant leurs yeux. J'en conclus donc qu'il ne faut pas oublier ce qu'il s'est passé, car nous devons reconnaître ce que les déportés ont subi, mais aussi se souvenir des erreurs du passé, car ce qu'il s'est produit à ce moment, il faut se dire que ça aura un impact dans le futur et le présent, mais sauf que dans le présent, ça a déjà commencé. Merci de m'avoir écouté, c'était Benjamin, élève de 3e. Voici les sources. Ah bah non, peut-être pas, je vais peut-être pas mettre les sources comme ça, en disant voici les sources.